Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Julie Darfeuille qui est script. Bonjour Julie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Julie Darfeuille, j'ai 40 ans, je travaille dans le cinéma depuis 15 ans maintenant, enfin je suis intermittente du spectacle depuis 15 ans et je pratique le métier de script dans le cinéma de fiction, plutôt long métrage. Voilà. Ok, très clair. Et est-ce que du coup tu peux nous vulgariser ce qu'est le métier de script ? Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi à la question parce qu'en fait c'est un métier très compliqué à définir. Moi j'appelle souvent c'est un métier accordéon dans le sens où en fait il démarre petit et peut être très grand en fonction de ce qu'on met dedans. Donc la base c'est un métier qui s'occupe de la continuité sur un plateau de tournage. Comme les scènes sont tournées dans le désordre, le métier de script est là pour garantir la bonne continuité du film, le fait que les spectateurs ne se rendent pas compte que les scènes ont été tournées dans le désordre. Donc le langage commun et l'imaginaire collectif attache ce métier aux raccords, ce qu'on appelle les raccords, notamment les faux raccords, et c'est à ça qu'on définit ce métier, donc en fait qu'on le réduit souvent. Donc ça c'est la partie pour moi la plus petite de l'accordéon, dans le sens où en effet je dois faire attention à le bon t-shirt, est-ce que le casque est autour de l'oreille ou pas, est-ce qu'on a le stylo qui est au bon endroit, est-ce que la cigarette est fumée à quel endroit. Donc ça garantit la bonne continuité des scènes. Donc le spectateur, en effet, si tout est bien raccord, ne se rendra pas compte qu'on a tourné dans le désordre. Mais la partie la plus ample du métier, de l'accordéon développé, c'est aussi une étroite collaboration en fait, avec le réalisateur ou la réalisatrice. Dans un mode de continuité plus large, c'est-à-dire ça peut aussi être le rythme, le découpage technique, le jeu des acteurs, les intentions, des choses lors de la question des émotions, de comment elle advient. Et donc en fait, c'est aussi un lien, le métier est aussi un lien entre le scénario et le montage. De manière à ce que tout ce qui a été écrit au scénario, toutes les intentions qui sont au scénario ne se perdent pas au tournage et arrive au montage de manière à ce qu'il y ait une nouvelle écriture qui puisse commencer. Mais en fait, la script est aussi là pour ça, pour assurer cette continuité-là entre le scénario et le montage. Ok, mais du coup, après la fin du tournage, toi, t'es plus là. Exactement. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires dans cette profession ? Alors, pour être script, c'est vrai que c'est mieux d'être très organisé, d'avoir notamment le sens du détail, d'être méthodique. Je pense que la curiosité aussi est une très grande qualité à avoir, en plus d'une grande capacité de concentration. Et après, il faut aussi une grande pointe de psychologie, parce que on est sur le plateau. En fait, notre poste se situe très très à côté des personnes qui réalisent. Et on est les premières personnes à recevoir leurs doutes ou leurs questionnements, leurs joies. Et en fait, on est aussi là pour échanger d'un point de vue bien sûr artistique, mais aussi émotionnel, et de pouvoir être la personne qui reçoit les choses et qui regarde aussi les images en même temps que les réalisateurs ou les réalisatrices. C'est-à-dire que on doit être un deuxième paire d'yeux et une deuxième paire d'oreilles qui regarde les rushs et les scènes qui se déroulent avec une attention particulière pour qu'au cas où la personne à qui réalise se tourne vers nous et qu'on puisse avoir un avis sur la scène, rassuré. Donc en fait, je rajouterais la sensibilité aussi comme grande qualité, et évidemment une culture cinématographique et une curiosité cinéphilique indispensable, parce qu'en fait, c'est... souvent les réalisateurs ou les réalisatrices qui font du long métrage s'insèrent dans une histoire du cinéma et ont des références. C'est bien de pouvoir avoir les mêmes, cette curiosité d'aller chercher les références, de pouvoir avoir un regard quoi, sur ce qu'est le cinéma, sa grammaire. Donc en fait voilà, ça allie la théorie et la pratique à cet endroit-là. Donc je pense que pour bien connaître, pour être une bonne script, je parle au féminin parce que c'est un métier qui a encore 96% féminin. C'est en train de changer. Il y a de plus en plus de jeunes garçons qui apprennent ce métier-là.
Mais ça reste un métier majoritairement féminin. C'est assez rare qu'il Oui. y ait des métiers majoritairement féminins dans le cinéma. Exactement. C'est bien de le souligner. Exactement. Dans un milieu qui est encore en effet très masculin, ça reste, on est une des personnes les plus féminines sur le plateau, quoi. Et en fait, voilà, donc la sensibilité cinématographique, elle est indispensable. Donc en réalité, les qualités, elles doivent être, en effet, elles sont de l'ordre. C'est pas un métier physique, dans le sens où, voilà, après, on est quand même éprouvé par les horaires de tournage, comme tout le monde et tout ça. Mais c'est surtout aiguiser sa sensibilité de cinéma. Et je crois qu'être passionné de cinéma, c'est mieux. Et être nourri de tout ce qui a pu se faire et la grande curiosité. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Ah bah oui, plutôt bien. Ouais. Très complet, merci. Pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Alors, moi, je suis arrivée au cinéma par hasard. Je fais partie des gens qui n'ont aucun contact dans le cinéma à la base. Je viens de la campagne profonde, bourguignonne. Et le cinéma est quelque chose qui, dans mon enfance, a été un refuge. Et je n'ai pas, disons, tout de suite imaginé pouvoir en faire mon métier. C'était d'abord quelque chose qui était hebdomadaire, en tout cas à la maison, où j'allais au cinéma au moins une fois par semaine au collège. Et quand il a été question de s'orienter pour les options au bac, S ou L à l'époque, en fait, j'étais bonne élève et j'ai pu, par un hasard pas possible, incroyable, prendre connaissance d'une option cinéma dans la ville, dans la capitale de la région, donc à Dijon. Et en fait, donc je viens d'un milieu modeste, avec une mère au foyer et un père qui travaille dans le bâtiment. Et je pense qu'ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit, bien sûr, si tu veux faire une option cinéma à Dijon, on te paye l'internat et tu y vas. Ça a été une chance incroyable. Et j'ai pu, en déjouant tous les jeux du conseiller d'orientation, m'intéresser à cette question, à faire du cinéma 8 heures par semaine en première et en terminale. C'était formidable, c'était ma meilleure vie. Après, j'ai pu continuer à la fac. Venant d'un milieu modeste, je ne pouvais pas imaginer faire une école privée. Donc j'ai continué à la fac, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, une fac très théorique, mais qui m'a passionnée parce que j'aimais le cinéma. Je suis avant tout une très grande spectatrice, donc en fait, ça m'allait de pouvoir décortiquer les films et connaître des cinéastes arméniens ou turcs et pouvoir discuter pendant des heures dessus. Et en fait, au fur et à mesure, en ayant en effet conscience que j'allais pas devenir prof, que je voulais être sur les plateaux, je me suis inscrite aussi en parallèle à des associations pour pouvoir faire un peu tous les métiers qui passent, pour pouvoir tester, faire des métiers différents sur les plateaux. Et au fur et à mesure, le métier de script est revenu régulièrement. Je pense parce que j'étais quelqu'un d'organisé et passionnée et une nana, je pense aussi, qui fait que du coup, en fait, je me suis retrouvée plusieurs fois à le faire. Et quand il a fallu me dire, je me suis dit, en fait, c'est quoi le métier que j'ai envie de faire pour gagner ma vie et... en fait, il y avait première assistante et script, parce que c'est les deux métiers qui ne nécessitaient pas forcément de connaissances techniques comme à la lumière ou à l'image, mais à l'image et au son. Et en fait, c'est un peu par hasard. J'ai fait de plus en plus de métiers script. En fait, j'ai réalisé un court-métrage à la fin de ma maîtrise. Et j'avais une script incroyable à mes côtés, Alexandra Ormière, qui en fait m'a accompagnée et qui sortait de la Fémis. Et en fait, j'ai tellement adoré notre relation que je lui avais dit que peut-être qu'en effet, j'aimerais bien pouvoir faire ce métier-là. Et elle m'a donné, en plus de tout ce que j'avais fait avant, petit court-métrage tout pourri, des films qu'elle ne pouvait pas faire. Et au fur et à mesure, j'ai évolué dans ce milieu-là. Et en fait, au fur et à mesure où je pratiquais le métier, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me correspondait. Sachant qu'en effet, comme je viens d'un milieu très éloigné du milieu du cinéma, quand j'ai exprimé à mes parents que j'avais envie d'en faire et de travailler là-dedans, je leur ai dit que j'avais envie de réaliser. Et en fait, quand on ne connaît pas le milieu, en général, on dit qu'on soit on veut réaliser, soit on veut être acteur. Parce que ce sont deux métiers qui se voient, qu'on connaît. Et d'où d'ailleurs l'importance de ce podcast. Parce qu'en fait, mais surtout, a posteriori, ce dont je me rends compte, c'est que ça veut dire que je voulais être derrière la caméra.
Et que, en prenant connaissance de tous les métiers qui étaient possibles, je me considère très chanceuse d'avoir pu rencontrer ce métier-là et me rendre compte que, en effet, toutes les qualités qu'il nécessitait, je pouvais les avoir et que je pouvais être bien à ce poste-là, apporter des choses aux personnes avec qui je travaillais et me sentir valorisée. Et donc, du coup, de préciser ce désir-là, donc non pas de réaliser, mais d'être à côté des réalisateurs et des réalisatrices qui font le cinéma de demain, quoi. Et du coup, tu as dit que tu avais testé plusieurs autres métiers à Ouais. côté de script. Tu as fait quoi d'autre Alors, j'ai fait assistante réa, j'ai fait électro, j'ai fait cadre, j'ai jamais fait du son, mais j'ai fait costume. Enfin voilà, plein de petits trucs différents. Ok. Et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait faire ce métier ? Je dirais pas qu'il y a une formation à suivre pour pouvoir faire ce métier. Moi-même étant un exemple d'apprentissage sur le tas, que je trouve aussi assez pertinente parce qu'elle est toujours confrontée au concret, donc c'est très bien. Après, j'étais pas sans filet puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais fait la fac, j'avais un bagage théorique. Par contre, il y a quelques formations qui sont très très reconnues et qui sont très bien et qui permettent d'avoir une base solide pour aborder le métier. Et donc, notamment les formations publiques, qui sont notamment celles de la FEMIS, la grande école de cinéma située à Paris, qui offre un cursus de 3 ans avec un concours tous les 2 ans. Et donc là, vous sortez, vous rencontrez, vous êtes très bien formé et vous rencontrez beaucoup de personnes avec qui vous pourrez sans doute travailler par la suite. Donc c'est une formation absolument sérieuse et garantie, on va dire. Après, les places sont très chères, il n'y a que 4 places tous les 2 ans. Donc voilà. Ensuite, vous avez une école en Belgique qui permet d'avoir un double cursus très intéressant, script-montage. Puisqu'en effet, comme le métier de script est l'œil du montage sur le plateau, je trouve que c'est très pertinent d'allier les deux métiers. Et les promos sont du coup mixtes et en fonction de ses affinités, on peut faire plutôt script ou plutôt montage. Donc ça, c'est public et c'est en Belgique. Et ensuite, vous avez quelques formations privées qui sont plutôt de qualité. En tout cas, moi, les personnes avec qui j'ai travaillé en assistante et qui ont fait certaines écoles privées, notamment le CLCF, le Conservatoire libre du cinéma français, la section script est très bien. Vous avez plutôt une bonne assise professionnelle et ensuite, il n'y a que le tournage qui fait que le métier rentre. Mais voilà, c'est important de savoir qu'il y a plein de façons d'arriver en fonction de d'où on vient, de ses moyens, de son parcours, de ses affinités. Donc tu es dans le milieu depuis des années maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton évolution professionnelle ? Alors, ce que j'adore en vrai, c'est qu'à chaque étape, les problématiques sont différentes et évoluent. Au début, pour moi, c'était de créer mon réseau. Comme je n'avais pas d'école, je faisais pas d'école, donc j'avais pas de promo. L'enjeu pour moi, c'était absolument de créer un réseau de gens avec qui je pouvais travailler et qui allaient faire que je pouvais gagner ma vie avec. Donc, c'était trouver des tournages, absolument. Donc, aller dans des projections, montrer que j'étais là, Après, le travail appelle le travail. Quand on travaille plutôt bien, notre nom circule. Mais c'était difficile. J'ai eu l'impression de galérer pendant 10 ans. À partir du moment où il y a un premier long métrage ou un deuxième long métrage qui se passe, c'est donc avoir son statut, ensuite garder son statut, le renouveler alors qu'on n'a pas encore beaucoup de réseau. Voilà. Quand tu parles de statut, c'est le statut d'intermittence. C'est un peu le Graal dans le sens où c'est ça qui fait qu'on peut vivre, quoi. Donc une fois qu'on a fait la première fois nos heures, en fait, il faut le refaire. Quand on est au début, qu'il y a la crise de 2008, en l'occurrence pour mon cas, qui est arrivée juste après, où il y a tout d'un coup plus de long métrage, très peu, un espèce de frein énorme. Moi, j'ai fait une année avec des courts métrages. C'est vraiment la débrouille, quoi. Donc ça, c'est des problématiques du début. Ensuite, il y a une problématique de... moi, il y a eu une césure. À partir du moment où j'ai fait L'Inconnu du lac, j'ai tout d'un coup été à l'endroit que j'avais envie d'être, dans le cinéma que j'avais envie de défendre, donc c'est-à-dire le cinéma d'auteur un peu exigeant, et en même temps qui rencontre un certain public. Et en fait, à partir de là, c'est garder une ligne, essayer de trouver des projets... qui correspondent à ce qu'on a envie de défendre. Donc, à ce moment-là, on n'est pas encore dans des problématiques de choix, mais on répond on oriente comme on peut et on travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler sur du long terme. Et quand tout d'un coup,
ça y est, notre réputation est installée. On a fait plusieurs films qui ont marqué. Il y a pu avoir Divine, notamment, qui a été un fort moment. Il y a eu ma collaboration avec Romain Gavras, ce genre de choses. En fait, tout d'un coup, notre nom circule. Et ça, c'est la problématique du choix commence vraiment, c'est-à-dire de quel film on fait plutôt qu'un autre. Est-ce qu'on dit non? Est-ce que quand on travaille ou pas, préserver sa virginité, c'est-à-dire que le métier de script, c'est un métier où, alors en tout cas moi, personnellement, je le pratique en donnant beaucoup aux réalisateurs et aux réalisatrices avec qui je travaille. Et du coup, je me plonge totalement dans leur univers. Et en fait, après chaque film, j'ai besoin de me rassembler, de retrouver un peu qui je suis, pour pouvoir à nouveau me nourrir, me remplir et pouvoir redonner à nouveau. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est en effet comment, avec qui travailler, est-ce que beaucoup travailler, accepter des tournages pour accepter des tournages ou préférer la qualité des relations et quitte à ne moins travailler. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de problématique-là. Mais ce qui est vachement beau, je trouve, et je pense que c'est dans tous les milieux pareil, c'est que en fonction de là où on est en âge, enfin voilà, de la carrière et d'expérience, les problématiques évoluent et changent, quoi. Voilà, je trouve ça beau. Ok, donc là, du coup, tu peux plus te permettre de choisir tes projets qu'avant. Exactement. Je peux choisir, dire non. Et voilà. Et après, il y a la vie aussi qui fait que parfois, bah non, on a une tuile, un film qui s'annule ou quoi, et on est obligé de... Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens que j'aime beaucoup, avec qui il y a une collaboration riche et fructueuse, et aussi en même temps pouvoir accepter des nouveaux projets, tenter des expériences. Donc c'est une chance incroyable. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu trouves que ton métier, il a changé entre tes débuts et maintenant ? Alors, est-ce que ça a changé ? Alors, ça a changé d'un point de vue purement pragmatique, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus si vieille, mais j'ai commencé à travailler avec quand même faire des courts-métrages en pellicule et avec des rapports papier, parce que le métier de script nécessite aussi fait le lien avec la post-production, et donc on fait des rapports, notamment pour le montage, pour que la personne qui est au montage puisse avoir une sensation de ce qu'est le tournage, de ce que le réalisateur ou la réalisatrice ressent, dit. Donc je fais un espèce de petit compte-rendu de chaque prise, et parce que souvent maintenant, aujourd'hui encore plus, je crois, les monteurs et monteuses commencent à travailler alors qu'on est encore en tournage. Donc ces rapports-là sont encore plus essentiels, puisqu'ils sont vraiment... les monteurs et monteuses travaillent avec... et évitent du coup d'appeler le réalisateur ou la réalisatrice en permanence pour pouvoir... Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment une transcription de la parole de la réalisation jusqu'au montage, et puis après il y aura d'autres discussions qui arriveront, mais c'est une espèce Enfin, c'est assez... Moi, j'aime beaucoup les rapports montage, j'avoue, faire des rapports montage. Et en fait, ces rapports sont historiquement en papier, voilà. Et depuis 2019, je suis passée au tout numérique. Donc ça, c'est une vraie mutation, dans le sens où maintenant, je n'ai même plus de scénario en papier. Je n'imprime plus les photos. Je n'écris plus mes rapports à la main. Tout se fait sur iPad. Alors moi, je travaille avec une application qui s'appelle Script Evolution, qui me permet de faire des rapports montage, image et production. Et à côté, l'application GoodNotes qui me permet de travailler sur le PDF de mon scénario et entre autres d'autres documents. Voilà, donc ça, c'est une vraie mutation importante. Ah oui, ça a dû vachement changer, même au niveau de la rapidité, etc. Alors, on est encore en pleine mutation, donc alors en plus j'ai un petit côté, je trouve que c'est très ludique, et en effet c'est plus rapide à plein d'endroits. En fait, c'est beaucoup plus ergonomique pour notre travail, c'est moins lourd à porter, c'est bête, mais quand même, parce qu'on avait pas mal de cahiers à porter. Donc voilà. Après, certaines personnes travaillent encore au papier et résistent par des arguments que j'entends complètement. Mais moi, comme j'ai pris le numérique très vite dès que c'est arrivé, en vrai, aujourd'hui, voilà, ça me paraît impensable de repasser au papier. Enfin, voilà. Après, c'est d'autres contraintes. C'est pas forcément tout à mettre à la poubelle par rapport au papier. C'est juste qu'il y a une autre gestion des choses. Donc, on a quand même pas mal de travail le soir. On a un travail de préparation à faire. Ça n'empêche pas. Mais c'est une ergonomie différente que moi, je préfère en tout cas. Ok, et au niveau du métier purement, est-ce que tu as vu des changements dans ta façon de Alors, travailler ? moi, j'ai l'impression que
Dans ma pratique, je crois pas. Par contre, je pense que la génération d'avant et notre génération aujourd'hui, et encore plus les plus jeunes, je pense qu'il y a une mutation dans le fait que la script, en tout cas en France, je pense pas que ce soit pareil aux États-Unis, mais en France, le métier s'écarte de plus en plus de la rigueur des raccords pour aller de plus en plus vers une vraie collaboration artistique avec les réalisateurs et les réalisatrices. En fait, alors à mon endroit, moi, c'est quelque chose que j'investis particulièrement avec une méthodologie qui m'est propre, mais je pense que chaque script a sa méthodologie, mais c'est un endroit, par exemple, d'investissement de la dramaturgie, beaucoup plus fort, qui n'existait pas à l'époque de Sylvette Baudreau, encore vivante aujourd'hui, qui a plus de 90 ans et qui a un CV long comme le bras et qui a commencé avec Hitchcock et même Laurel et Hardy et qui a travaillé avec René Polanski jusqu'au bout, mais que j'ai pu avoir une semaine en formation, j'en étais ravie, et qui a été longtemps la directrice du département script de la FEMIS. Aujourd'hui, comme le regard des spectateurs aussi a beaucoup évolué, dans le sens où aujourd'hui, un spectateur a l'habitude des images qui vont très vite, connaît, en fait, le langage et la grammaire des images est beaucoup plus développé au sein de la société civile, on va dire. Et donc, le raccord perd de son importance. Après, il y a des points de montage très importants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Ça reste une base vraiment importante. Mais même pour... Enfin, moi, je sens que les acteurs ont besoin de nous aussi à cet endroit-là pour se sentir plus libres. C'est-à-dire que le fait d'être vraiment très attentif à ce qu'ils peuvent produire, à faire, et que s'ils ont un doute, qu'on puisse répondre à leurs doutes, c'est très important. Donc, évidemment, et ça, c'est la base. Mais le métier évolue de plus en plus vers ce que j'appelle, moi, de la dramaturgie. C'est-à-dire le travail sur les enjeux, les intentions. Est-ce que la scène qui était écrite, on l'a bien racontée comme il faut? Est-ce que ça vaut pas le coup de tester une différence de jeu? Est-ce que tout ça, évidemment, en dialogue avec le réalisateur ou la réalisatrice? Mais c'est vrai que je sens que ça évolue là, sauf que moi, je n'ai jamais connu vraiment autre chose. Je sais que les scripts plus âgés que moi, quand j'ai commencé, étaient plus dans un rapport de raccord, justement. Et que là, toutes les scripts de ma génération et les suivantes sont beaucoup plus dans cet accompagnement à la réalisation et à la collaboration artistique que sur les raccords. Ok, quand tu parles des raccords, c'est vraiment juste la base du métier, donc c'est juste regarder que tout va bien entre deux scènes, etc. Exactement, c'est des raccords proches des réalisateurs, en gros. C'est quelque chose, c'est la base technique, moi je pense, qui est essentielle, qu'il faut absolument connaître, parce qu'en plus c'est comment on fait des faux raccords pour mieux connaître c'est Sylvette Baudreau qui disait ça et elle a raison, pour bien faire des faux raccords ou qu'on soit conscient de ce qu'on fait et tout ça, il faut connaître les raccords. C'est-à-dire quand un réalisateur ou une réalisatrice ou un chef opératrice me dit est-ce que je peux déplacer ce meuble, parce que là ça nous embête, machin. En fait, il faut connaître les raccords pour pouvoir dire oui, bien sûr, fais un faux raccord, là ça ira, là par contre non. Donc ce genre de choses, c'est des choses techniques qu'il faut connaître et pour pouvoir jouer avec, en fait, tout simplement. Donc oui, le métier de la montre de ce côté-là, la jambe qui est posée comme ça, la casquette qui est à l'envers à l'endroit, la prothèse de maquillage, enfin voilà. Ce qui est beau aussi, c'est que la script, elle est au carrefour de tous les métiers, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas de notre responsabilité totale s'il y a un faux raccord, c'est une collaboration, enfin c'est une co-responsabilité avec chaque chef de poste, que ce soit le costume, l'accessoire, le maquillage, enfin tous les postes où il y a raccord, entre guillemets. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas... disons que pour moi, le raccord ne fait pas cinéma. Le cinéma n'est pas dans le raccord, dans le bon raccord. Parfois, même un faux raccord fait plus cinéma que raccord. Donc en fait, c'est à la discrétion de la personne de la réalisation. Évidemment, il faut avoir conscience de tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'on fait un faux raccord si on en fait un. Et parce que tout d'un coup, il y a un acteur qui fait une scène de 4 minutes hyper intense, en émotion ou quoi, on ne va pas aller l'embêter pour lui dire « Ah, maintenant, sur ce mot-là, il faut laisser libre. » En fait, la connaissance du raccord doit être là pour amener plus de liberté aux gens et pouvoir travailler en collaboration à des endroits précis de points de montage, ce que j'appelle les points de montage. Mais voilà, c'est pas grave si il y a plein d'endroits où c'est pas si grave s'il y a un faux raccord. En fait, le spectateur au final le verra pas. Ok, donc parfois vous avez préféré laisser un faux raccord. Oui.
parce que la scène finalement elle est mieux comme ça. Exactement. Presque, et ça, en fait, ça vaut le surtout, coup. en fait, nous, on travaille avant le montage. C'est-à-dire que oui, peut-être que la bonne prise, elle sera pas raccord, mais après, au montage, il y a un nouveau travail qui fait que finalement, ça sera peut-être raccord. Finalement, ça ne le sera plus. Et il y a des faux raccords qui se créent au montage. Parce qu'en fait, il y a des choix où on dit, on coupe une scène. Finalement, oui, elle rentre par cette porte-là en costume bleu. Puis elle arrive dans cette pièce en costume rouge. Voilà, ça, c'est pour le coup, c'est le choix de montage. Et on n'y peut rien, quoi. Ça nous échappe. Mais donc, c'est juste que nous, sur le tournage, on fait en sorte que la personne au montage ait toutes les possibilités les plus grandes, qu'on puisse... que tout soit possible. Mais puis après, voilà, il y a une réécriture de toute façon, donc on ne peut pas tout maîtriser. Ok. Alors, pour revenir un peu plus sur ta carrière, Mhm. tu as travaillé sur des projets au budget très différents avec plus ou moins de personnages et de décors, comme L'Inconnu du lac avec un budget de moins d'1 million d'euros, En attendant Bojangles qui a coûté 12 millions, ou encore le film Athéna avec un budget pharaonique de plus de 30 millions d'euros, des centaines de figurants et beaucoup de plans séquences. Comment est-ce que tu prépares des tournages qui sont aussi différents ? Alors, je tiens à préciser que c'est une fausse information. Les 35 millions d'euros d'Athéna, c'est 15 millions en fait. Il y a eu, Selon les sites, il n'y avait pas les mêmes oui, chiffres. je sais, exactement. Et j'ai vu que passer ça, mais en fait, c'était 15 millions. C'était pas 35. Mais là, je viens de faire un film à 35 millions. Donc, voilà. Donc, on s'y retrouve. Mais en vrai, je trouve que c'est une chance incroyable de pouvoir passer d'un monde à l'autre. Moi, j'adore pouvoir faire un film à 1 million, 1,5 million et faire un film à 35 millions. Je trouve que c'est... En fait, ce que ça raconte pour moi, c'est que le choix, il n'est pas à cet endroit-là, il est au scénario, à la rencontre, il est dans l'envie et la conviction profonde d'avoir envie de défendre un projet. Donc c'est ça le plus important. Pour moi, c'est en effet la question du budget, elle est périphérique et en même temps, ça fait aussi partie des challenges dans le sens où, en effet, on ne fait pas le même film et les questions ne sont pas tout à fait les mêmes quand on a des contraintes d'un film 1,5 million et 35 millions. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, la question du budget n'est pas tellement... Le nombre et le chiffre ne veut pas forcément dire qu'il y a plus ou moins de liberté. Ce que ça veut dire, c'est que le plus important, c'est les films qui ont le budget qui leur correspond. C'est-à-dire que L'Inconnu du lac, on l'a fait, c'était une volonté d'Alain Guiraudy de travailler avec 12 personnes, avec une mini-équipe pour pouvoir être mobile. Moi, j'étais première assistante réelle et script en même temps. J'avais une double casquette, mais comme d'autres postes avaient une double casquette. Mais en fait, c'était une volonté du réalisateur de travailler dans ces conditions-là. Et donc, le budget était absolument... en fait, il correspondait à la production du film. Et donc, on n'a pas ressenti de problème budgétaire parce que on était en effet à un budget inférieur à pas beaucoup d'argent, quoi. Donc, c'est juste que c'était une volonté. Le réalisateur s'est aussi adapté au budget, mais aussi au projet qu'il défendait. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment cette mobilité de l'équipe et ce tout petit comité avec ces quelques acteurs, une plage. En fait, il y avait très peu d'accessoires. Donc, on avait un directeur artistique qui s'occupait et des décors et des costumes et du maquillage aussi. Enfin, on a fait très peu de maquillage, mais en tout cas, voilà, il a été mon relais aussi pour travailler avec la figuration. Enfin, on a réinventé totalement ce qu'elle pouvait être une équipe de tournage sur ce film-là. Par la volonté de Alain Guiraudy et on n'en a pas, en tout cas c'était pas la question du budget, n'en était pas une en fait. Après là moi j'ai présenté le budget parce que je trouve que c'est assez révélateur pour montrer que tu as travaillé sur des productions qui sont assez diverses, mais c'est surtout dans le sens où entre un budget 1 million en effet avec très peu de décors et d'acteurs, tu vois, entre L'Inconnu du lac et Athéna, Athéna donc j'ai des centaines de figurants et en plus il y a des plans séquences, donc pareil, ça à gérer en tant que script, ça doit être vraiment un écart de travail énorme, non ? Bah ouais, mais c'est pour ça qu'on fait du cinéma, c'est que ça change tout le temps, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'à chaque film, en fait ce qui est génial, c'est qu'à chaque film on re-questionne le métier, on réinvente des documents, on réinvente, il y a des nouvelles questions qui arrivent. Du coup, en fait, moi, à mon niveau, en effet, que ce soit en préparation, avec... alors, j'ai un dénominateur commun qui est que je réunionne, j'allais dire, mais avec les réalisateurs et réalisatrices avec qui je travaille, on prend un temps, on a très en amont du projet pour travailler sur les enjeux et les intentions du film. Et ça, en fait, quel que soit le budget, quelle que soit la configuration, quel que soit le nombre de décors, les acteurs, les figurants, ça change rien. En fait, le principal, c'est le sens. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce film, dans cette scène-là en particulier ? Et en fait, ça, quelles que soient les conditions et l'écriture du scénario et les scènes qu'elle nécessite en termes d'organisation, de budget ou de moyens humains, en fait, le principal, c'est le sens. Donc, nous, en tant que script, en fait, ça
c'est immuable, donc, et ça, pour le coup, ça change pas. Mais une fois qu'on a ce sens-là, en effet, c'est une ergonomie de travail différente. C'est-à-dire que sur Athéna, j'ai besoin d'une assistante. Je parle au féminin parce que elle s'appelle Doriane Moadine, elle a été formidable et elle m'a secondée très bien. Sur le film de Gilles Lelouch que je viens de terminer, j'avais Alban Bilot qui était avec moi, puisqu'en effet, c'était un film qui est sur 18 semaines de tournage, avec énormément de décors différents, beaucoup de figuration également, un film d'époque où on jongle d'une époque à l'autre sur la même journée, enfin voilà, donc ce genre de choses. Donc j'ai une assistante qui m'aide, qui me seconde. Et sur des films plus petits, où en effet où il y a moins de décors différents ou quoi, je peux me permettre d'être seule et de pouvoir assumer le poste seule. Mais c'est vrai que moi, ce qui rassemble... mon métier, c'est ça, c'est les intentions donc, et la question de cinéma. Et donc, c'est vrai que je sais pas, je prends ça comme des espèces de challenges et au-delà, encore une fois, des moyens. C'est-à-dire que c'est génial de se dire, justement... juste après ou juste avant Athéna, j'ai travaillé avec Olivier Babinet, par exemple, on faisait quasiment un huis clos dans une maison avec 2 comédiens. En fait, ça fait que le métier change tout le temps. C'est des questions... Enfin, on se lasse jamais puisque tout est toujours nouveau. Et qu'en effet, les plans séquences, par exemple, d'Athéna, ce film-là, personne n'en avait fait de tel avant. C'est inédit en France. On avait, et Romain, comme on s'était très bien entendu sur Le Monde des Tatouages, on a scellé une collaboration artistique très riche. En fait, il m'a appelé évidemment et j'ai évidemment pas dit non. Et en fait, je me suis reposé les questions de qu'est-ce que c'est et à quel endroit il m'attend. Et en réalité, à ce poste-là, en tant que script, finalement, ça paraît impressionnant avec autant de personnes et ça, mais le plan séquence, de fait, induit qu'il n'y a pas de raccord. Donc en fait, ça, c'est pas si compliqué. La vraie question, c'était celle du rythme et de la justesse du jeu des comédiens au milieu de toute cette technique. Mais en fait, on avait des outils numériques très développés et très avancés pour pouvoir faire le collage entre les différentes parties des plans séquences qu'on a fait. Donc en fait, on était accompagnés par des gens extrêmement compétents qui pouvaient faire des montages numériques sur place pour pouvoir voir si ça marchait bien. Donc en fait, la question du raccord, elle était très secondée aussi par cette équipe-là, puisqu'on pouvait faire des transparences et voir si les comédiens étaient bien raccord pour pouvoir faire en sorte que les spectateurs ne s'imaginent pas que ça a été fait. Par exemple, le premier plan séquence de Athéna a été fait en 11 morceaux différents et on le voit pas du tout, mais ouais, voilà. Ouais, je confirme qu'on le voit pas. Ouais, voilà. Mais moi je vois exactement où sont les coupes, mais disons que en fait finalement pour moi script, en fait les plans séquences c'est l'endroit où il y a le moins de travail en termes de raccord. Après, par contre, voilà, c'est la question du rythme. Elle est hyper importante parce que il faut que, en termes de rythme, un plan séquence, ça entre guillemets bloque le monteur. Ou là, je parle au masculin parce que c'était un monteur en l'occurrence pour Athéna. Le rythme se trouve au tournage, alors que normalement le rythme se trouve aussi beaucoup au montage. Donc là, c'était surtout ça les questions. Et après, évidemment, les intentions, est-ce qu'on comprend bien tout ? Est-ce que la chorégraphie qui est mise en scène là, est-ce qu'on comprend bien ? Parce que est-ce que la machine formelle ne prend pas le dessus ? Et c'est des questions comme ça. Mais c'est vrai que Athéna a surtout été un endroit de challenge pour les assistants mise en scène qui ont été incroyables avec la mise en scène de la figuration. Évidemment, on était là pour les seconder, pour voir les arranger et discuter avec eux, mais c'était surtout ça, pour les SFX, bien sûr, avec tout ce qui est artifice, ce genre de choses, les cascades, ça c'était essentiel. Mais voilà, finalement, le métier de script sur Athéna était pas du tout aussi effrayant que ce que le film aurait pu imaginer. Ok, c'est vrai que moi, quand j'ai vu surtout tous les figurants, je me suis dit qu'à chaque fois, si tu devais noter tout ce qui se passait, quel personnage avait, je sais pas moi, quelle tenue, etc., ça devait être complexe. Bien sûr que Dorian, en l'occurrence, faisait des photos de tout, c'était secondé par les costumes, et les personnes à la mise en scène savaient exactement qui était où, et comme pour tous les films, de toute façon, c'est un binôme entre... alors, quand il y a une assistante script ou un assistant script avec les personnes qui sont à la mise en scène, et c'est un binôme et on discute et on sait, mais en fait on n'est pas les seuls à endosser cette responsabilité là. Mais en l'occurrence, comme en effet c'était un plan séquence, d'une prise à l'autre, si le figurant changeait de place ou faisait autre chose, c'était pas grave puisque de toute façon c'était un plan séquence. Oui, sur les plans séquences, c'est vrai que c'est moins embêtant vu que tu retournes la scène entièrement. Voilà, donc en fait ce sera l'une ou l'autre au montage, donc il n'y a pas de... Ok,
Très bien. Merci pour cette réponse. Question suivante. Quelle est la place du métier de script dans la production du film? À quel moment tu es appelé en gros? Est-ce que c'est au moment où la production est lancée? Est-ce que c'est quand je sais pas, le scénario il est écrit? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est avant? Est-ce que tu as des réunions avec les producteurs, les réalisateurs? Alors, le métier, ça dépend de la relation que tu as avec les personnes qui réalisent. Donc, en fait, si c'est une nouvelle collaboration, là, j'ai été appelée, par exemple, sur le dernier film de Gilles Leloup, j'ai été appelée 2 ou 3 mois avant le début du tournage. Donc, le film est bien lancé depuis très longtemps. Les assistants mise en scène ont commencé depuis très longtemps. Le budget est clos. Tout est fait. Donc, voilà. Mais si c'est avec des réalisateurs et réalisatrices avec qui j'ai déjà travaillé, comme Marie Monge par exemple, ou Romain Gavras, ou Fabien Gorjard, en général, je lis plusieurs versions de scénario, j'ai des discussions en amont, mais avant même que le financement soit trouvé. En fait, ça dépend de la relation. Et donc, mais par contre, quand c'est une nouvelle collaboration, on appelle la script en général, oui, on essaye d'avoir quelqu'un 2-3 mois avant, ouais. En tout cas, moi, j'ai besoin de 2 mois. Pour être confortable, j'aime bien avoir 2 mois de prépa. Donc, du coup, c'est bien si on m'appelle avant. Voilà. Ok. Comme tu disais, pour t'imprégner du Bah scénario. oui, bien sûr, pour faire toutes les réunions sur les etc. intentions, connaître, pour voir les références, participer éventuellement s'il faut, ou le découpage, les repérages, tout ça, quoi. Ok. Une question qui m'intrigue beaucoup. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe une journée type sur un tournage pour toi? Ah oui. Alors, je vais pas détailler tout parce que ça peut être très long, mais en vrai, ça. Alors, on commence, on arrive en prépa en même temps que les assistants mise en scène, assistantes mise en scène et réalisateurs, réalisatrices. On participe, on est présent au moment où le découpage se fait, s'écrit. Donc en général, je note de mon côté les plans qui ont été décidés. Si je sens qu'il y a quelque chose qui manque ou quoi, parce qu'il y a un détail qui a été omis, parce que la scène n'a pas été relue ou quoi, j'en parle et on dit ah bah oui tiens il faudra peut-être faire ce plan-là aussi, on verra. Ensuite, je passe aux loges pour parler des raccords avec toute l'équipe HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, pour qu'on se mette d'accord sur la journée, est-ce qu'on est d'accord sur ça. Ensuite, il y a des collaborations avec l'équipe caméra, les accessoires, tout ça se passe pendant la prépa. Et ensuite, le pic d'activité d'une script, contrairement à certains autres postes, c'est pendant les prises. Donc, mais il se passe aussi énormément de choses. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de capacité de concentration en début. C'est qu'en fait, le métier de script nécessite une concentration permanente à partir du moment où on est sur le plateau jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on doit répondre à des questions. Et du coup, pour ça, il faut être concentré et savoir de quoi on parle et être tout le temps... attentive et à ce qui se passe sur le plateau. Donc les questions arrivent de partout. Une question que j'aime bien prendre en exemple, qui aussi fait le lien avec la prépa, c'est-à-dire que par exemple le matin on arrive dans un décor de chambre et l'accessoiriste nous a demandé c'est quoi la housse de couette qu'on doit mettre, parce qu'en fonction de la période, est-ce que de la scène, est-ce qu'on change de housse de couette ou pas. Donc ce genre de choses par exemple. Et donc ça c'est des choses que j'ai préparées avant, en amont, je sais, je peux lui dire ah bah oui tiens non c'est celle-là, c'est celle-là. Donc ce genre de choses pour qu'on prépare la journée. Et ensuite je suis le réalisateur ou la réalisatrice partout. En général, je colle pour avoir le maximum d'infos et surtout pour répondre. Enfin, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Donc, ça peut être justement soit le réalisateur ou la réalisatrice va aux loges avec moi et questionne. Je te dis ah ben rien, j'aimerais bien qu'elle change là finalement de manteau. Est-ce que tu crois que c'est possible? Et donc moi je peux répondre en disant bah là c'est bête parce qu'on la séquence d'avant elle l'avait, donc peut-être que c'est mieux si tu veux ce manteau là, on peut peut-être le mettre à cet endroit-là, ce genre de choses. Donc c'est pouvoir seconder le réalisateur ou la réalisatrice dans son envie artistique en disant bah voilà non on la fait pas trop n'importe quoi, et en même temps là par exemple si carrément bien sûr tu peux on s'en fout parce qu'on l'a pas vu ou elle l'a laissé, elle est partie sans, si tu veux le mettre là tout va bien, enfin ce genre de choses. Donc voilà. Et après, sur le plateau, une fois que l'acteur et les acteurs et actrices arrivent, les scènes commencent. Et donc moi, je suis au combo, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le retour vidéo, assise ou debout à côté de la personne qui réalise. Et donc c'est là où commence le challenge. Donc là, je viens de former Alban auprès de moi sur le film de Gilles. Et donc c'est vrai que c'est en formant qu'on se rend compte à quel point on fait beaucoup de choses en même temps. Et donc quand l'action est lancée,
En fait, il y a plusieurs couches du cerveau qui fonctionnent en même temps, c'est-à-dire qu'il y a la couche des raccords, donc je dois noter en temps réel les raccords des comédiens, donc c'est-à-dire quelle main il prend quel verre, sur quel côté il se tourne, de quel pas il fait, enfin tout ça, tout quoi, ou par rapport à quoi, est-ce qu'il est en train de marcher ou est-ce qu'elle est en train de marcher quand elle dit cette réplique, ah tiens, elle se trompe de texte, donc les changements de texte, la mèche qui vole dans le vent et qui fait une tête bizarre, le cadre qui fait un à-coup, ce genre de choses. Alors, donc remarquer tout ce genre de détails et en même temps avoir une attention particulière au jeu des acteurs et d'actrices pour au cas où le réalisateur ou la réalisatrice a besoin d'un avis ou de discuter, je puisse voilà, renvoyer la balle et avoir de quoi discuter. Donc me dire est-ce qu'on est dans l'intention ou pas, est-ce que ce qu'on voit, donc être dans le micro et le macro en permanence. C'est-à-dire vraiment être dans le détail de tout ce qui se passe d'un point de vue technique et en même temps dans le macro du film, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à l'intention qu'on s'était donnée, est-ce que par rapport à ce qu'on a fait avant finalement, est-ce que c'est juste, est-ce qu'il ne faut pas évoluer, est-ce que tiens en fait là finalement c'est étonnant parce que ce parti pris là ça donne l'impression que, et du coup on est un peu à côté alors qu'on s'était dit que finalement, enfin voilà, brasser toutes ces questions là. Ensuite quand le réalisateur ou la réalisatrice dit couper, ne rien dire, attendre que la personne s'exprime d'abord ou pose des questions. Voilà, attendre, parce que moi, l'idée, c'est que j'emmagasine des connaissances et un avis ou quoi, mais je le donne que si on me demande. Et donc, voilà, et au bout on fait le nombre de prises nécessaires. En fonction de la relation que j'ai avec les réalisateurs et les réalisatrices, c'est qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, est-ce que enfin voilà, c'est beaucoup de discussions dans l'oreille discrètement pour pas alors pour deux choses, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un interlocuteur ou une interlocutrice pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un réalisateur ou une réalisatrice, donc on ne peut pas se substituer à ça, même si ça peut aller jusqu'à là j'ai l'impression que ton acteur il essaye de prendre le ton de son partenaire, il se fait manger dans son énergie. Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait qu'il retrouve un peu sa ligne à lui, parce que ça arrive, on se contamine, les acteurs se contaminent dans leur humeur, ce genre de choses. Enfin, et donc c'est un peu de la direction d'acteur, mais il faut que ça passe toujours par la personne qui réalise. Donc c'est des discussions comme ça où est-ce que tu crois que là, en termes de mise en scène ou de montage, on est bon, en termes de rythme, tu crois que, enfin ce genre. Donc c'est des questions qui sont multiples, c'est-à-dire que c'est les personnes à la réalisation qui me sollicitent. On discute, parfois c'est moi qui vais émettre une question ou un tu crois pas que, ah tiens qu'est-ce que t'en penses de ça, souvent après au moins 2 prises, parce qu'il faut laisser les personnes à la réalisation mettre en scène, enfin voilà, faire ce qu'ils ont dans la tête, on est à leur service, c'est leur film, donc c'est très important d'être juste là au cas où il y a question, parce que moi ce que je dis aussi du métier de script, c'est que c'est une forme de maïeutique un peu à la Socrate, c'est que notre métier est là aussi pour les faire accoucher de ce qu'ils ont vraiment dans le bide. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble avec toute la nourriture qu'il y a eu en prépa, justement sur toutes ces questions des enjeux, des intentions. Moi, je sais que j'essaye de sortir au maximum de « à ta place, je ferais ça ». Mais d'être par rapport aux intentions que tu m'as données en prépa, j'ai l'impression que ça ce serait plus juste par rapport à ça. Si tu as un doute, peut-être que ça c'est mieux, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est toutes ces questions. Et puis parfois il n'y a pas besoin parce que hop, ça roule et tout va bien et il n'y a pas de questions et que c'est évident et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très intense au moment des prises. Donc voilà, après quand ça s'arrête, moi en même temps, alors, quand on dit couper, je suis aussi les réalisateurs et réalisatrices à la trace pour écouter ce qu'ils disent aux acteurs, à tous les intervenants, que ce soit à la caméra, les acteurs, actrices et tout ça, pour pouvoir retranscrire le plus fidèlement possible ces impressions au montage, donc sur ces fameux rapports montage. Donc je note tout ce que le réalisateur ou la réalisatrice dit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va dire aux acteurs c'est merveilleux, c'est génial, mais il faudrait que là, ce qu'on cherche, c'est... et puis tout d'un coup, il dit, non, mais là, si je dois parler de Gilles avec qui je viens de travailler, c'est... par exemple, là, en fait, il faudrait qu'on sente plus que c'est en séduction. Donc là, moi, je dis, Gilles cherche qu'il y ait plus de séduction entre les acteurs. Et en fait, pour que le monteur, en l'occurrence Simon Jacquet, puisse comprendre ce que Gilles cherche dans les prises. Que du coup, quand ils regardent les prises, ils se disent, ah bah tiens, on l'a refait, pourquoi ?
ah bah tiens, c'est ça qu'il cherche, et donc c'est ça son intention. Donc je retranscris. À la fin, je cercle en fonction des prises préférées. Voilà, on cercle les prises bonnes. Quand je fais les rapports images, je cercle aussi sur les rapports images. Et après, on décide du plan suivant. Qui va se faire, et donc moi je reste en général collée à la personnalisation pendant que si on doit changer d'axe, bah, il y a la lumière qui travaille, ça, donc pendant que la lumière travaille, ou toutes les personnes, la machinerie, tous les gens autour doivent travailler, ben, nous on fait moi je fais par exemple je m'occupe beaucoup, de toute façon j'ai pas de temps mort, hein, donc je fais aussi un photomontage des scènes, donc je récupère les captures d'écran des plans qu'on a fait. Et je commence à faire un petit photomontage de la scène pour pouvoir que le réalisateur ou la réalisatrice ait un visuel de ce que la scène va pouvoir être en photomontage, quoi. Ce genre de choses. Après, je coche, enfin, je mets à jour mon rapport, mes raccords HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Donc, je fais des photos des acteurs pour pouvoir avoir des photos d'être la mémoire du film, et par rapport aux costumes, par rapport aux coiffures et au maquillage, par exemple, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, scène après scène, prise après prise, plan après plan, se déroule la journée, et on arrive à la fin de la journée, et voilà quoi. En fait, j'ai pas quitté le réalisateur ou la réalisatrice une semaine, et essayer de noter au maximum ce qui se passe, quoi. Du coup, à l'époque, quand c'était pas numérique, Ouais. ça devait faire des rapports énormes. Parce que Alors, tout ce que tu notes par prise. Oui, ça plus faisait. les photos. Moi, j'écrivais. C'est vrai que j'ai toujours été très bavarde sur les rapports montage. Et donc, oui, je faisais des pages. Ouais, il y avait des pages. Mais voilà. Et après, c'est encore une fois, à nouveau, les questions qui arrivent de ah bah tiens, dans ce plan-là, on a un extincteur, par exemple, qui arrive. Est-ce que, à ton avis, donc l'accessoiriste qui vient me voir, elle me dit est-ce que tu penses qu'est-ce qu'on fait avec cet extincteur. Après, il y a le chef opérateur ou la chef opératrice qui me dit bah, est-ce que tiens, le soleil a bougé. Est-ce qu'on est OK si, du coup, on installe le comédien là parce que, en effet, comme ça, il sera plus au soleil. Et à nouveau, les questions de raccord qui reviennent. Est-ce que... et donc, voilà. Et en fonction des scènes, ça se déroule comme ça. Et du coup, une fois qu'on a terminé tous les plans qu'on avait prévus dans la journée, une fois que les scènes sont en boîte ou qu'on a eu un imprévu et que on doit reporter des bouts de scène, ce genre de choses et tout ça, la journée se termine. On dit journée terminée pour tout le monde. Là, tout le monde, en fonction des postes, on remballe le matériel, on démaquille les comédiens. Il y a toute une petite vie après la fin de journée. Et la script fait partie de ces gens qui ont du travail le soir. Et donc, parce que tous ces rapports qu'on a fait, écrits, confectionnés toute la journée, en fait, il faut les envoyer. Et donc, on a des groupes, enfin moi personnellement en tout cas, j'ai des groupes d'envoi par mail en fonction des personnes qui doivent recevoir quel rapport. J'écris donc 3 mails différents. Un mail pour les personnes du montage spécifique avec donc les rapports montage et des petits bonus sur quelques informations qui leur sont précieuses, notamment est-ce que les séquences sont en effet clôturées ou pas. S'il y a des intentions de retake par exemple parce qu'on n'est pas content, ce genre de choses. En fait, ça permet aux personnes qui déjà aux assistants, assistantes, monteurs, monteuses de pouvoir bien synchroniser, enfin en tout cas de faire son métier et de pouvoir prévenir la personne qui monte alors là en effet tu as du matériel mais il te manque en fait encore un plan parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tourner ça, donc en fait ne commence pas à monter cette scène parce qu'elle n'est pas complète. De leur donner une petite humeur de la journée en disant là on est hyper content, c'était super, ou au contraire on est un peu déçu, il s'est passé quelque chose, donc à voir, peut-être que le réalisateur ou la réalisatrice va te demander de voir cette scène très vite parce qu'on a un doute sur quelque chose. Enfin, voilà, donc c'est un mail un peu état d'esprit, communication, voilà, moi je trouve que c'est assez important et ça permet vraiment de maintenir un lien et un contact particulier avec les personnes au montage, puisqu'encore une fois la script est l'œil du montage sur le plateau. On a aussi un lien avec la production. La script fait aussi ce qu'on appelle un rapport production le soir, qui est un document officiel, tout comme la feuille de service que les assistants mise en scène font, et qui est un espèce de compte-rendu de la journée, qui inclut les horaires qui étaient prévus de tournage, les horaires vraiment effectués, le nombre de plans qu'on a tournés, leur nom, les décors dans lesquels on a travaillé, les séquences justement si elles sont finies, pas finies, s'il y a un plan VFX, s'il y a un plan 3D, s'il y a un plan retake, le nombre de figurants, les cachets des comédiens,
tous les renforts qui ont été prévus ce jour-là, des petites notes concernant, par exemple, si il y a une répétition cascade, par exemple, en parallèle de notre tournage, il faut le noter. Comme ça, en fait, il y a disons qu'il y a une trace écrite de ce qui s'est passé dans la journée. En fait, c'est un document très important parce que il permet à la production de pouvoir rentrer, de faire un différentiel entre ce qui est le prévu et le réel. Et il y a un troisième mail qui est envoyé aux gens de la post-production. Et donc, c'est les personnes qui sont au laboratoire, les assistantes monteurs, donc, qui ont inclus notamment les rapports images, avec donc les infos techniques pour que les personnes qui sont au laboratoire, c'est-à-dire donc aux personnes qui traitent les rushs, soient au courant des des données, des réglages caméra, de qu'est-ce qui a été choisi par les personnes à la caméra, et à assistante monteur-monteuse pour la synchronisation. Donc en fait, la différence entre les rapports montage et les rapports images, c'est que les rapports images sont dans l'ordre du tournage. C'est-à-dire que les bobines les cartes, moi j'appelle ça encore des bobines, mais les cartes numériques que les personnes à la post-production reçoivent sont évidemment se déroulent dans l'ordre du tournage, et donc il y a les cerclages des prises, les bonnes prises, et c'est à partir de ce document-là que les assistants et assistantes monteuses travaillent. Donc en fait, alors que les rapports montage sont plutôt justement dans l'ordre du montage. Ils se mettent dans l'ordre du montage direct, donc c'est un tout petit peu différent. Et c'est des outils qui sont complémentaires. Donc ça, c'est très bien. Il y a toute cette partie-là qu'il faut faire le soir. Et en plus de ça, préparer la journée du lendemain. Donc en fait, c'est relire les séquences, évidemment, rentrer les données. Donc moi, je travaille donc avec l'application Script Evolution. Et donc, il faut préparer les rapports production de la veille pour le lendemain. Et donc, lire la feuille de service avec beaucoup d'attention et rentrer les données qui sont indiquées. C'est-à-dire les comédiens, le nombre de figurants prévus, le nombre de véhicules, est-ce qu'il y a des cascades, ce genre de choses, etc. Le matériel exceptionnel, les grues, les trucs. Et en fait, ajuster évidemment le lendemain en fonction de la réalité des choses. Mais il y a tout ça à préparer. Relire les scènes, et comme par rapport à la méthode dont j'ai déjà parlé, moi je relis aussi tous les enjeux, les questions que j'avais en tête, à tête reposée. En fait, le soir seul, c'est plus facile de se confronter à tiens, oui, c'est vrai, on s'était dit ça. Je me mets en gros en rouge à demander est-ce que c'est bien ça la question par rapport à la séquence qu'on avait faite avant. Donc ce genre de choses, en fait, et c'est à tête reposée que je peux me dire ah bah oui, ça c'est mieux, attention à ça. Et donc le lendemain matin, j'arrive sur le plateau et je suis très prête avec toutes les questions un peu soit de dramaturgie, soit de raccord, soit de mise en scène, qui sont déjà préparés. En tout cas, voilà. Donc, le travail du soir est assez important pour moi à cet endroit-là. Il y a aussi quelque chose que je fais en particulier que tout le monde ne fait pas, mais c'est des photomontages pour que le réalisateur ou la réalisatrice se rende compte de la scène qu'on a tournée. Ça fonctionne pas. Ça donne une humeur. C'est assez chouette. Mais par contre, tout ça, ça prend du temps. Donc, voilà. Mais ça nourrit aussi mon travail, et ça me permet d'être pleinement dans le film, et d'être très concentrée, et d'être très dans un rapport au projet assez étroit. Et moi, j'avoue, j'apprécie ça. Donc une fois que tout ça est terminé, voilà, je peux aller dormir et me réveiller pour le lendemain et recommencer. Voilà. Du coup, tu en as déjà un peu parlé. Tu côtoies beaucoup de métiers. Lesquels tu côtoies le plus directement ? Alors, évidemment, c'est les personnalisations, les assistants de mise en scène, les personnes. En fait, sur un plateau, il y a ce qu'on appelle un quatuor, un peu, qui est composé de la personnalisation, les assistantes mise en scène, chef op, chef opératrice et script. Et donc ça, c'est les 4 personnes avec qui, moi, les 3 personnes en l'occurrence, avec qui je collabore le plus étroitement. Parce qu'on fait partie du quatuor un peu décisionnaire, en tout cas, voilà, qui sont là en amont, avec qui on a une discussion artistique et tout ça. Et après, vient dans un second temps tous les postes avec qui j'ai un rapport de raccord. Et donc, c'est les acteurs, les accessoiristes, acteurs, actrices, bien sûr, accessoiristes, les personnes, donc habillage, maquillage, coiffure, et équipe caméra.
parce qu'on fait aussi les rapports images. Donc parfois les scripts ne font pas les rapports images, ça dépend des écoles. Mais on a un rapport aussi technique on retranscrit leurs notes, les filtres, les objectifs et tout ça. Donc il y a un autre poste de l'équipe caméra avec laquelle les scripts ont un rapport privilégié, c'est les machinistes, parce qu'en fait c'est avec eux qu'on échange sur la question du clap. Donc la script a la responsabilité du numéro du clap et les machinistes sont les personnes qui le font devant la caméra. Donc un clap, dans l'imaginaire collectif, je pense que tout le monde le voit, et en fait il y a des numéros dessus. Et donc les numéros qui sont inscrits, par exemple 135/2 première, quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est la script qui a donné le numéro, car le 135 correspond à le numéro de séquence, le sur 2 correspond au deuxième plan qu'on fait de la séquence, et première, ça veut dire c'est la première prise. Donc ensuite, il y a 135/2, deuxième, troisième, etc. Et une fois que le réalisateur ou la réalisatrice considère qu'on a la bonne prise, on passera donc à 135/3, par exemple. Et donc ça veut dire que c'est le troisième plan de la séquence, et qu'on va faire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus besoin. Parfois, ça peut être juste un plan, et voilà. Mais en tout cas, c'est avec les machinistes qu'on a ce rapport là, et c'est un poste avec lequel nous, on est en interaction très souvent. Et l'ingénieur du son aussi, évidemment. L'ingénieur ou l'ingénieur du son, avec qui il y a un vrai échange en fonction des personnes. Mais moi, c'est des gens avec qui j'aime beaucoup communiquer en général, puisqu'ils ils écoutent ce que les acteurs donnent. C'est soit sur le texte, la prononciation, l'intention. C'est des gens avec qui on discute aussi beaucoup artistique. Et en fait, souvent, les postes, tous les postes d'ailleurs, viennent d'abord nous parler à nous avant de parler à la personne à réalisation. Je suis un premier filtre, quoi, pour pas justement assaillir, ou si je dis tout de suite, bah non, là, en effet, il n'y a pas le choix parce que ça, rappelle-toi, ça. En fait, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, et voilà, c'est pour pas embêter trop, essayer de filtrer un tout petit peu, quoi. Ok. Tu as donc un rôle très important pour les films, afin d'éviter les faux raccords, tu l'as dit. Notamment. Cependant, il n'existe pas de récompense pour les scripts. Non. Contrairement à d'autres métiers, on a l'impression que le script n'est mis en avant que s'il y a des erreurs, mais pas du tout si tout est parfait, parce que finalement, la perfection, c'est normal, alors que s'il y a des problèmes, ça ne l'est pas. Est-ce que tu penses qu'une récompense pourrait être créée pour les scripts ? Est-ce qu'il serait possible, selon toi, d'avoir des critères qui permettraient d'évaluer la qualité du ou des scripts ayant travaillé sur un film, et donc de pouvoir le ou les récompenser ? Alors non, pas du tout. Je crois pas que ça soit souhaitable déjà. En fait, on fait un métier qui se voit pas. En effet, comme les assistants réalisateurs d'ailleurs, on fait un métier qui se voit pas, et en fait, récompenser sur des raccords, en fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas, puisque c'est, comme je te le disais, c'est pas à cet endroit-là que le métier se situe vraiment, même si évidemment. Mais comme en effet, il y a tellement de couches, de choses, de contraintes, en fait, pour moi, c'est pas une bonne façon d'aborder et de récompenser en effet le script. Et donc en fait, je pense que la meilleure des récompenses qu'on ait, c'est qu'on nous rappelle, ou qu'il y ait une fidélité qui se crée avec un réalisateur ou une réalisatrice. Mais le récompenser, en fait, ça... Enfin, pour moi, c'est impossible. Et après, on partage cette... en effet, on partage cette... je sais pas comment on peut dire ça, mais en effet, le fait d'être critiqué si ça marche pas et pas récompensé si ça fonctionne, en tout cas, on partage ça aussi avec les gens qui travaillent à la perche et les gens qui travaillent au point, qui font le point, parce qu'en effet, c'est quand on voit qu'il y a une perche qui rentre dans le champ, ou que ou c'est flou, qu'on dit hey, ça va, mais par contre, quand c'est pas flou, quand c'est net et que la perche rentre pas dans le champ, c'est tout à fait normal. Et nous, en effet, c'est un peu pareil, et les assistants et assistantes à la réalisation aussi. Mais en vrai, c'est pas grave. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment bien de faire un métier de l'ombre. En fait, je crois que c'est important parce que... bon, en tout cas, j'aime le côté être dans l'ombre de ce métier. Je crois que c'est... Même pour les personnes à la réalisation, je pense que c'est important Pour les cinéastes avec qui je travaille, je pense que c'est important que la script reste dans l'ombre. Et en fait, je pense que si on fait ce métier-là, c'est qu'on accepte ça, et qu'au contraire, c'est un endroit qu'on affectionne. Et en fait, il y a plein de métiers qui se voient, qui ne sont pas récompensés. Notamment, par exemple, je ne comprends pas la coiffure et le maquillage. Pour le coup, ça se voit. Et c'est pas récompensé.
En France, tu veux dire? Ouais. Parce qu'en effet, Oscars, par exemple, exactement. Mais en France, c'est pas encore récompensé. Même les effets spéciaux, ça y est, ça commence à... C'est depuis voilà, récemment. Mais le métier de script, en fait, c'est pas possible de le... en fait, c'est ça la question de base. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de savoir est-ce que tu es un bon ou un mauvais script? Non. En vrai, les personnes qui peuvent dire ou pas, c'est les cinéastes avec qui on travaille et les monteurs ou monteuses avec qui on travaille. Voilà. En fait, et du coup, ça reste en interne, quoi. Et voilà. Je pense que c'est... Et du coup, c'est une réputation, ou c'est des relations, c'est ce genre de choses. Mais on peut pas avoir des récompenses publiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est des choses dont on discute, je sais plus avec qui, mais c'est vrai que moi, Ah, voilà. Moi, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de... Enfin, c'est très bien. Ok, bon, c'était juste une question comme ça. Mais bien sûr, c'est intéressant. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un tournage? Là où les choses... Ouais. En fait, pour une script, le plus challengeant, c'est les séquences d'impro. Parce qu'en fait, on doit garantir une continuité dans quelque chose qui s'invente sur le moment. Et donc, c'est techniquement ce qu'il y a de plus difficile. Dans le sens où, en fait, il faut pouvoir être suffisamment rapide et concentré pour pouvoir noter les grandes lignes de ce que les acteurs ou actrices improvisent devant la caméra et pouvoir aussi guider les cinéastes avec qui on travaille en disant là si tu veux monter ta scène d'impro il va falloir refaire un angle pour pouvoir la rythmer et du coup redonner les impros, les grandes lignes et tout ça pour que ça soit montable et ça c'est très challengeant, c'est quelque chose de très très... Ouais, c'est intense, en tout cas, en termes de concentration et d'attention. Parce qu'il faut qu'au montage, ils aient de quoi monter cette scène d'impro, parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire forcément un plan séquence. En improvisation, en général, il y a des temps morts, des mous, des choses comme ça, donc c'est toujours mieux de pouvoir monter. Et donc c'est vrai que c'est de pouvoir écrire en direct les phrases et dire ok, donc là, machin, même si on peut réécouter après, mais pour que quand ça se passe comme ça dans la foulée qu'on puisse réinventer des choses. Donc ça c'est des choses qui sont très challengeantes parce que c'est vrai que finalement la durée d'un tournage quand on a une très bonne méthodologie c'est pas un problème. Les raccords non, après il peut y avoir ce qui est rigolo, c'est pas challengeant mais c'est un peu rigolo et c'est du micmac, c'est toujours des trucs techniques de toute façon, c'est quand on rentre dans un décor et que l'extérieur et l'intérieur sont pas au même endroit, par exemple, ce genre de choses, où on doit faire en sorte que vraiment, ça se voit pas qu'on est dans deux décors différents, alors que c'est vraiment... dans l'histoire, on est censé croire que c'est le même endroit, quoi. Donc du coup, ce genre de choses, ça peut être un peu technique, mais ça fait appel aussi beaucoup à la capacité de projection dans l'espace. Donc ça, c'est aussi une des qualités qu'il faudra avoir parce qu'il faut réussir à visualiser au maximum et du coup à se projeter pour essayer d'imaginer les regards, les règles et tout ça. Et donc ça, moi, j'avoue, je trouve ça ludique et un peu challengeant en effet. Évidemment, quand même, quand il y a 200 ou 1000 figurants, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable et en même temps, comme en général, les personnes sont très compétentes, les assistants mise en scène sont compétents, donc du coup, il y a... En général, ça se passe bien parce qu'ils font des groupes et tout ça, donc ça va. Le plus challengeant aussi, c'est souvent humainement, où en vrai, quand ça se passe bien, c'est super, et puis parfois, ça se passe moins bien, et en fait, il faut trouver un endroit, et c'est à notre rôle de trouver la porte d'entrée pour parler à la personne qui est à côté de nous tous les jours. Et donc, en fait, ça, parfois, ça peut être très challengeant de juste être au bon endroit pour aider au mieux la personne et être la meilleure accompagnatrice possible. Alors qu'en effet, il y a des moments où soit on est en désaccord, mais en fait, moi, mon avis ne compte plus à ce moment-là. L'idée, c'est de trouver la meilleure façon de parler à la personne pour qu'elle aille au bout de son geste et sans que, en effet, en essayant d'aller au bout et de pousser la personne. Et parfois, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. En fait, il faut que tu arrives à donner ton point de vue tout en restant en retrait, en fait. Oui, mais en vrai, je le donne quand on me le demande. Donc l'idée, c'est de s'en forger un, puisque si on me le demande, il faut que j'ai quelque chose à dire. Mais en effet, après, l'idée, c'est d'être à cet endroit-là, de dire, je le donne quand on me le demande. Et parfois, il faut, la communication est pas simple ou ce genre de choses.
Mais bon, moi, en général, j'ai beaucoup de chance, ça se passe très très bien. Mais ça peut arriver qu'il y a ou à un moment de stress, par exemple, une gestion de stress qui est pas facile, quelqu'un qui est très stressé, très tendu, et à qui il faut essayer de parler doucement. Enfin voilà, c'est très challengeant aussi. Ok. Parmi tous tes projets, le ou lesquels tu as préféré et pourquoi? Il y a 3 maintenant, ou 4 films que j'ai adoré faire et fabriquer et dont je suis très fière. Après, il y en a un qui n'est pas fini, mais c'est vrai que moi, le premier qui m'a marqué, c'est L'Inconnu du lac, parce que j'avais une double casquette d'assistante réalisation et script, et de par la singularité du projet. Je crois qu'en cinéma, c'est un endroit, moi, c'est un des films dont je suis la plus fière. Et ça s'est très bien passé. On avait l'impression d'être dans un petit nid privilégié, être au soleil, à faire du pédalo pour aller sur notre décor. Et voilà, enfin, c'est une espèce de truc qui est assez inédit et avec une très belle relation avec Alain Guiraudy, qui est un incroyable réalisateur. Donc c'est vrai que c'était très beau. Il y a eu Divine, bien sûr, qui a été une grande intensité, une magnifique collaboration avec Ouda Benyamina, qui met tout en scène tout le temps, qui est une incroyable directrice d'acteurs, qui m'a appris énormément et qui nous a emmenés loin aussi à Cannes, et qui est vraiment qui déborde d'énergie, de force, et qui est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et aussi évidemment Romain Gavras, avec qui j'ai adoré faire Le Monde est à toi, qui était notre première collaboration et avec qui il y a eu un écho assez incroyable dans la méthodologie et la façon de travailler. On travaille très très bien ensemble, on parle une langue commune, et je pense que son exigence et mon exigence se rencontrent à un endroit rare, donc c'est très agréable. Il y a aussi Fabien Gorjard, avec qui j'ai énormément apprécié travailler, notamment sur La Vraie Famille. On avait déjà fait Diane à les épaules aussi ensemble, c'était notre première collaboration. Et là, c'était beau de faire une deuxième collaboration en ayant voilà, pareil, cette fluidité et ces soucis de l'intention. Fabien, c'est quelqu'un qui... vraiment, mais comme tous les réalisateurs et réalisatrices avec qui je travaille d'ailleurs, hein, mais avec qui il y a un vrai investissement de cette question de l'enjeu et de l'intention, tout comme Marie Monge d'ailleurs aussi, avec qui c'était incroyable de travailler. Et là récemment, ma rencontre avec Gilles Lelouch, qui s'est extrêmement bien passée, et avec qui c'est pareil, il y a eu une combinaison de vision et de ressenti et de communication qui font qu'en fait il a pu, j'espère, créer au mieux en ayant mon regard qui avait été nourri par ses intentions, encore une fois, et son enthousiasme et la prise de risque permanente qu'il prenait par les plans qu'il fait là. Donc le film n'est pas du tout fini, donc je ne dirai pas plus, mais c'est vrai que d'avoir cette connivence artistique et d'accompagner le réalisateur dans un endroit de prise de risque de cinéma, c'était assez incroyable. Et tout ça, en fait, toutes les personnes dont je vous parle là, dont je te parle, en fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui m'élèvent à chaque fois dans le métier, et je pense qu'on s'élève mutuellement et on essaye d'aller plus loin à chaque fois dans le cinéma, d'aller vraiment à fond. Et moi, c'est des gens qui me nourrissent profondément aussi dans ma vision du cinéma, de comment on peut le fabriquer, de quelle est justement comment la potion magique de ce que tout d'un coup fait un bon film fonctionne, et d'être au cœur de ça et d'être présent aux côtés de gens aussi généreux et talentueux. C'est vrai que ça me met en joie, quoi. Enfin, vraiment, tous les gens dont j'ai parlé là, ça a été des tournages qui m'ont marqué, et des collaborations voilà, que j'aimerais sur du long terme. C'est sûr que parce que ça nourrit énormément. Ok. Quels sont les meilleurs moments que tu as vécus grâce à ce travail? Il y en a eu plein. Je sais pas, moi, c'est des émerveillements, des épiphanies de cinéma. Moi, en fait, chaque fois, c'est le cinéma qui me tient. Et quand tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose de rare et une forme de grâce qui arrive devant la caméra. Donc, c'est surtout grâce aux acteurs. Moi, je suis une grande fan
Enfin, fan, c'est pas le mot parce que je suis pas, entre guillemets, idolâtre, mais par contre, je respecte énormément ce corps de métier, en fait. Évidemment qu'on connaît tous, tout le monde connaît ça, mais de l'intérieur, j'adore regarder les acteurs travailler. J'aime pouvoir justement être une des premières spectatrices, de voir, à force de travailler aussi avec plein de gens qui dirigent de manière différente et toujours talentueuses les acteurs, de voir comment l'émotion survient à travers leur corps, leur voix, leurs gestes et tout ça. Moi, j'avoue que souvent, les plus beaux moments, c'est quand tout d'un coup, il y a une scène d'émotion qui arrive et que l'émotion envahit le plateau et qu'on est tous en larmes ou tous morts de rire, ou qu'en tout cas, il y a une émotion qui traverse et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de rare qui est arrivé devant une caméra, quoi. Et donc, c'est souvent à travers les acteurs et actrices que je ressens, et donc j'en ai vécu plein parce que j'ai quand même travaillé avec beaucoup de comédiens et comédiennes très talentueux et talentueuses, donc c'est vrai que ça apporte énormément, mais évidemment à chaque fois c'est orchestré par les cinéastes avec qui je travaille, mais c'est vrai que ça, enfin voilà, il y a des moments magiques, quoi, qui sont souvent en effet grâce aux acteurs. C'est vrai que ça va être sympa de pouvoir voir ça de l'intérieur du coup. Oui, oui. C'est ce qui est beau, ce qui est émouvant, c'est en plus de la scène qui se joue, c'est de voir la personne travailler, de se mettre en danger, de s'abandonner devant une équipe parce qu'on est les premiers spectateurs, et du coup d'être témoin de cet abandon-là, qui est une grande forme de générosité pour moi. Ça fait partie du métier d'acteur. C'est vrai que moi ça peut vite me bouleverser, parce que je trouve que c'est parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est qu'il y a des gens qui, c'est du don, on essaie de faire en sorte que voilà, les personnes qui vont aller payer leur place ressentent des choses, et quand on en est témoin là comme ça, au-delà de la scène, encore une fois, parce que c'est vrai qu'une scène d'émotion, bah oui, si elle est réussie, on va pleurer, mais c'est aussi de voir la prise de risque que l'acteur ou l'actrice prend, ce qui est beau à voir, je trouve. Et est-ce que tu as des anecdotes de tournage ? Ah bah si, je peux raconter une anecdote raccord poil sur le film de l'Inconnu du lac. Où, oui, du coup, pour le coup, on n'avait pas de... donc on était donc peu, on était 12 personnes dans l'équipe, et du coup on avait Roy Gentil qui s'occupait des costumes et de la déco, et moi qui étais donc script et assistante mise en scène. Et en fait, à un moment donné, s'est posé la question de raccorder le torse et le pubis de nos acteurs principaux par rapport au début du tournage, où en fait, comme une coupe de cheveux qu'on réajuste, il a fallu faire un raccord poil sur nos comédiens. Et en fait, c'était assez cocasse parce qu'il était question en fait de faire des photos à des endroits inédits pour du cinéma lambda. Et ce qui était génial, c'est que ce tournage a été extrêmement bon enfant. Et pour le coup, il n'y a eu aucun... Enfin voilà, c'était très très bon esprit et très drôle et sympathique. Et du coup, que les acteurs se prêtent au jeu de faire des raccords tondeuses sur le pubis, c'était assez... comment dire, on s'est dit, bon, bah ça, on s'en souviendra. Après, parce qu'en effet, il était question parce qu'on a tourné quand même sur 6 ou 7 semaines. Et donc, en 6 semaines, ça pousse, en fait. Hein. Donc, voilà. Et donc, du coup, on a tous été mis à contribution, puisque moi, j'étais un peu script et Roy était un peu responsable des raccords costumes et habillage, maquillage, coiffure. Et donc, du coup, on était là avec notre photo, avec moi, les photos raccords, avec lui, la tondeuse, avec le comédien qui était mort de rire, en disant, bon, bah, attends, quelle longueur on était, ce genre de choses. C'est très original. Oui, oui. Voilà. Du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Donc, il y en a plusieurs, mais je pense à la machinerie. Que ça soit... parce qu'il y a plusieurs... c'est une équipe, la machinerie. Il y a un ou une chef machiniste et ensuite des sous-chefs et machinistes. Et c'est passionnant le rapport qu'il y a au cadre. Et je pense que pas mal de gens ne connaissent pas ce métier. Bah moi le premier, c'est vrai que machiniste, ça me dit pas grand-chose. Oui, c'est magnifique, c'est un très beau métier qui est en rapport direct évidemment avec le chef opérateur. Ça fait partie de l'équipe image comme l'électricien, mais en effet c'est les personnes qui s'occupent de tout ce qui est
support de la caméra, donc que ce soit les rails de travelling, les grues, ce qu'on appelle la dolly, enfin tous les outils que le chef opérateur, la chef opératrice a à sa disposition pour faire un cadre. Et souvent, c'est un collaborateur ou une collaboratrice directe, puisque c'est lui ou elle qui manipule le travelling, c'est lui ou elle qui bouge la grue. Donc en fait, c'est tout d'un coup, la personne fait partie, travaille au cadre en fait. Et c'est un très beau métier. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Julie pour ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.